Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima Guidé. Nous sommes le vendredi 16 juillet 2021. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. La présidente de la République unie de la Tanzanie est en visite au Burundi depuis ce vendredi. Au chapitre droits de l'homme, les récentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye à propos des victimes de disparition forcée au Burundi sonnent comme un poignard dans la plaie des familles et des victimes de ces disparitions forcées. Réaction du président du FOCODE, Pacifique Inahazwe. Quant à l'expert en politique Mathieu Boloki, les récents propos d'Evariste Ndayishimiye reflètent sa difficile posture et montrent qu'il a encore une dent contre le Rwanda voisin. Les habitants de la commune Muha, riverains de la rivière Kanyosha, s'insurgent contre les agents de l'État qui veulent les contraindre injustement à démolir leurs maisons. Le détail dans quelques secondes. Je vous le disais dans le titre, la présidente de la République unie de la Tanzanie effectue une visite au Burundi depuis ce vendredi. La coopération économique figure parmi les principaux points que Suluhu Hassan et Evariste Ndayishimiye envisagent d'aborder. Emile Nivasumba. Au total, 8 accords bilatéraux ont été signés par les ministres en charge des relations extérieures du Burundi et de la Tanzanie. C'est notamment les accords sur l'énergie, la pêche, la politique et la coopération, l'agriculture, ainsi que d'autres accords. Au cours de ce premier jour de visite, les deux chefs d'État ont également parlé du terrain que la Tanzanie a accordé au Burundi dans le port de Kuala, non loin de l'océan Indien. Ils se sont convenus d'envoyer juste après la visite des équipes techniques pour inspecter cet espace qui facilitera le transport des marchandises en faveur du Burundi. Comme l'a signalé le ministre burundais des Affaires étrangères, les présidents Evariste Ndayishimiye et Samia Suluhu Hassan ont également avoué que la Covid-19 a un impact négatif sur la population. Ils se sont alors convenus de continuer à collaborer avec l'Union africaine et d'autres organisations pour que cette pandémie ne continue pas d'affecter la vie socio-économique de la population des deux pays. Samia Suluhu Hassan a précisé qu'ils ont également parlé du renforcement du système d'exploitation du nickel à Musongati, côté burundais, et à Kabanga, côté tanzanien. Le président Evariste Ndayishimiye a promis de se rendre dans un proche avenir en République unie de la Tanzanie. Merci à toi, Emile Nivasumba. En page des droits de l'homme, les récentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye à propos des victimes des disparitions forcées au Burundi sonnent comme un poignard dans la plaie des familles et des victimes de ces cas de disparition forcée. Réaction du président du FOCODE, Pacifique Inahazwe, indique que ce genre de discours confirme encore une fois que le régime Ndayishimiye s'engage dans la continuité des crimes graves qui ont caractérisé celui de son prédécesseur, fait Pierre Nkurunziza. Suivez Pacifique Inahazwe, président du FOCODE. Les propos tenus par le président Ndayishimiye à propos des victimes de disparition forcée au Burundi sonnent comme un poignard dans la plaie béante des familles des victimes de disparition forcée au Burundi. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, le président Ndayishimiye avait promis de lutter contre l'impunité. Et cela avait donné un début d'espoir aux familles des victimes que peut-être le régime irait jusqu'à sanctionner les auteurs de ces disparitions forcées, ou tout au moins finirait par donner la vérité sur ce qui s'est passé après l'arrestation et l'enlèvement des victimes. Mais malheureusement,
Les propos d'Évariste Ndayishimiye confirment aujourd'hui encore une fois que le régime s'engage dans la continuité des crimes graves qui ont caractérisé le régime précédent de Pierre Nkurunziza. D'ailleurs, la réalité, elle est celle-là sur terrain, parce que dans la campagne Ndondeza, nous avons déjà documenté plus de 200 cas de disparition forcée et nous avons des informations sur au moins une trentaine de cas pouvant constituer des cas de disparition forcée depuis la prise du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Je rappelle qu'il n'y a qu'une semaine seulement que, par exemple, le président du parti CNL dans la commune Mutimbuzi, Eli Ngomirakiza, qu'il a été arrêté par un officier de l'armée burundaise et que depuis ce moment, il n'y a aucune nouvelle d'Eli Ngomirakiza. Ce qui signifie que le régime continue les mêmes pratiques. Pacifique Inahazwe trouve également insensé que le président Ndayishimiye taxe ces personnes portées disparues de criminels alors qu'il n'y a jamais eu d'enquête pouvant étayer ces dires. Suivez encore une fois Pacifique Inahazwe. Nous avons été étonnés quand le président Ndayishimiye va jusqu'à déclarer que les victimes ne sont que des criminels qui se seraient cachés au Rwanda. D'abord, il n'y a jamais eu d'enquête sur les cas de disparition forcée de la part de la police burundaise et de la justice burundaise. Alors, dans cette situation d'absence totale d'enquête, comment se fait-il que le président Ndayishimiye sait que ces personnes seraient des criminels et que ces personnes se cacheraient au Rwanda? Comment il peut affirmer cela alors qu'il n'y a aucune enquête de ces services sur les cas de disparition forcée que nous n'avons jamais cessé de dénoncer? Troisièmement, nous sommes désolés par les mensonges que contiennent les propos du président Ndayishimiye, lorsque notamment il déclare qu'il y a des combattants qui l'année dernière se sont enfuis au Rwanda et que ceux-là sont aujourd'hui considérés comme des victimes de disparition forcée. J'aimerais lui demander où se trouverait un seul rapport qui aurait déclaré que ces rebelles sont des victimes de disparition forcée. Je rappelle qu'il s'agit de combattants du Red Tabara qui ont été arrêtés par l'armée rwandaise dans la forêt de Nyungwe et que les autorités rwandaises ont déjà présenté ces combattants à un mécanisme de la CIRGR. Alors, il n'y a personne aujourd'hui qui oserait déclarer que ce sont des victimes de disparition forcée alors que ces gens ont été présentés déjà à un mécanisme international. Quand Évariste Ndayishimiye demande seulement un seul nom, je rappelle que nous avons déjà plus de 200 noms qui ont été documentés et publiés, mais laisse-moi au moins lui demander si réellement il considère l'ancien député du CNDD-FDD, Oscar Nhassano, qui a été enlevé le 20 avril 2017 par des agents du renseignement, si vraiment il considère son ancien compagnon comme un criminel qui se cacherait aujourd'hui au Rwanda. J'aimerais qu'il donne une réponse. Alors, je pourrais répéter tous les autres cas. Je m'arrête à ce seul cas. J'aimerais vraiment qu'il nous dise qu'il croit qu'il s'agit d'un criminel qui se cache aujourd'hui au Rwanda. Les récents propos du président burundais reflètent sa difficile posture, c'est-à-dire celle de rassurer les partenaires tout en ménageant les équilibres internes qui font tenir le régime CNDD-FDD. C'est l'analyse faite par Mathieu Boroki, expert des régions des Grands Lacs en politique et justice traditionnelle. Selon lui, le président Évariste Ndayishimiye essaie de jouer l'équilibrisme entre gages pour assurer la communauté internationale sa position et le cynisme vis-à-vis d'une situation politique qui affecte la vie des milliers de Burundais. Écoutez plutôt Mathieu Boroki. Si par les mots, mais aussi par certains actes que le président a déjà pu poser, il semble vouloir tenter de corriger, entre guillemets, certaines pratiques héritées du régime Nkurunziza, il veille à ne jamais reconnaître une erreur interne, mais plutôt à toujours rejeter la faute des problèmes burundais sur l'autre. Un peu dans le sillage de cette rhétorique développée depuis la crise de 2015, le Burundi est finalement victime d'une machination, ou tout du moins d'une tentative de déstabilisation externe sans jamais se remettre en question. Cette posture de victime, on la devine à travers toute cette interview où le président rejette systématiquement la faute sur l'autre. Sur la question des réfugiés, il considère que ce ne sont pas de vrais réfugiés et qu'ils peuvent rentrer comme ils sont partis.
Sur la question de la société civile, il estime que ces membres qui sont aujourd'hui à l'extérieur se réjouissent des problèmes du Burundi, de la criminalité, voire en sont complices ou coupables d'un certain nombre de maux allant de la corruption à l'instabilité politique. Sur la question des groupes armés qui menacent le pays, il estime qu'il faut les anéantir ou les rééduquer. Quant à l'Union européenne, il rappelle que pour lui, la décision que l'Union européenne a pu prendre était une décision unilatérale et il dit, sans ciller, que s'ils estiment qu'il y a un problème quelque part, ils doivent le dire et que le Burundi essaiera de le corriger, vu qu'apparemment, pour lui, il n'y a pas de problème évident. Enfin, le Rwanda, ses cousins qui se dérangent souvent, comme le dit le président, et qui, malgré les discours d'apaisement, le président rappelle des faits que le Burundi a à reprocher contre le Rwanda. De plus, cet expert montre que le président burundais a encore une dent contre le Rwanda, tout en ne reconnaissant pas le rôle de son précédent régime dans l'instabilité diplomatique régionale. Le président continue de penser qu'une partie de l'instabilité sécuritaire trouve son origine toujours au Rwanda et estime même avec un certain cynisme qu'un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées ou qui ont disparu depuis la crise de 2015 sont en fait des personnes qui se sont réfugiées au Rwanda. Ça lui permet de réaffirmer cette position de victime en disant et en rappelant que finalement ce sont eux qui créent les problèmes et que les actes commis au Burundi qui ont pu entraîner cette situation ne sont jamais reconnus. On comprend aussi que la présence sur le territoire rwandais de certains opposants et de certaines personnes toujours poursuivies dans le dossier du coup d'État manqué du 13 mai 2015 reste un des points importants de discordance qui peut s'entendre du point de vue burundais à partir du moment où la position du pays n'a pas évolué sur la vision des événements de 2015. C'est Mathieu Boroki, expert en politique et justice transitionnelle dans la région de Grand Lac. Courte pause, nous poursuivons avec la page de santé. Les Burundais de plus en plus inquiétés par la légèreté du gouvernement dans le respect des gestes et barrières contre la Covid-19. En effet, les boîtes de nuit suspendues depuis janvier ont repris du service. Pourtant, le ministère de la Santé vient de reconnaître que le Burundi a déjà enregistré des cas de patients souffrant de la nouvelle variante dite Delta. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19, le gouvernement burundais avait, entre autres mesures, décidé la fermeture des boîtes de nuit, et ce, depuis le mois de janvier 2021. Néanmoins, le constat est que, pour contourner cette mesure, certains bistros rusent et se transforment petit à petit en boîtes. Ici, nous sommes exactement au bar Zanzi, situé au quartier asiatique, et plus précisément dans les enceintes de l'ancien bar dénommé Petit Suisse. Selon la source de la RPA qui était sur place, cet endroit commence à être bondé de mercredi. Et pour cause, il se joue de la musique dite karaoké et, souligne notre source, à partir de minuit, cet endroit se transforme en boîte de nuit, et ce jusqu'à l'aube. La même source révèle que ces genres d'endroits ont tendance à se multiplier au grand désarroi des habitants de la place qui craignent une propagation du coronavirus à grande échelle, surtout que ceux qui y fréquentent n'observent presque aucun geste barrière malgré l'apparition au Burundi de la nouvelle variante de la Covid-19 dite Delta, une variante plus sévère et plus meurtrière que les deux précédentes. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA appellent le gouvernement à plus de rigueur et de vigilance dans la lutte contre cette pandémie qui fait rage, surtout que le ministère de la Santé n'inspecte jamais ce genre d'endroit. Dans l'entretemps, selon les informations en possession de la RPA, bon nombre de boîtes de nuit ont rouvert depuis une semaine et leurs propriétaires auraient déjà annoncé qu'ils se préparent à reprendre les soirées dansantes, dont les karaokés et les soirées événementielles. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. Les habitants de la commune Muha riverains de la rivière Kanyosha s'insurgent contre les agents de l'État qui veulent les contraindre injustement à démolir leurs maisons. Ces habitants indiquent qu'ils ont construit ces maisons selon le plan cadastral leur donné, d'où ils ne comprennent pas pourquoi cette mesure alors qu'ils n'ont dépassé aucune borne. Prise de détail avec Emma Brenishim.
Les propriétaires de certaines maisons se trouvant près de la rivière Kanyosha grognent et se lamentent que leurs maisons ont été marquées et seront détruites injustement. Alors que le code de l'urbanisme parle d'une distance de 25 mètres qui doit rester entre la rivière et les maisons, cette population révèle que les exécutants de la décision ne respectent pas cette distance. Nous sommes vraiment choqués de la façon dont les maisons sont en train d'être détruites. Selon le code en vigueur, ils devraient détruire les maisons de ceux qui n'ont pas respecté les 25 mètres. Mais ceux qui sont en train de mettre en application la décision le font avec mauvaise foi et ils ne mesurent même pas cette distance. On ne voit pas leur repère. Chacun se positionne là où il veut et mesure la distance qu'il veut. Il ne vérifie apparemment pas si ce sont les 25 mètres qui n'ont pas été respectés. C'est ainsi que nos maisons ont été marquées. Ces propriétaires de maisons se lamentent encore plus car ces maisons qui vont être détruites ont été construites sur autorisation des instances habilitées. Avant de construire, nous étions obligés de consulter l'administration et ils étaient obligés de payer tous les frais irrelatifs avant de construire. Il n'y avait aucun problème ou conflit car ces parcelles n'appartenaient pas à l'État et elles n'étaient pas proches de cette rivière. En plus, ils n'ont pas même essayé de mesurer pour voir si les 25 mètres ont été respectés car nous savons que nous nous étions conformés. Ils interpellent donc le président de la République pour qu'il intervienne et que leurs droits ne soient pas bafoués. Vous comprenez bien que c'est un problème. Nous sommes très fatigués. Certains vont vivre dans les rues, les autres nous risquons des crises cardiaques car nous sommes vraiment affectés. Nous demandons au président de la République s'il est réellement père des Burundais qu'il nous aide vraiment. En réalité, à voir les efforts qu'on a fournis en construisant ces maisons et la façon dont elles vont être détruites, ça fait mal. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Ndaïsenga Devot, administrateur de la commune Moha, nous a demandé de se présenter à son bureau. Toujours en page de gouvernance de la Fédération burundaise des syndicats de travailleurs du secteur de gardiennage, Febustaseg en sigle, a écrit une correspondance il y a plus d'une semaine au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire pour lui demander son intervention dans la résolution des problèmes liés à leur travail. Les membres de cette fédération indiquent que ces problèmes sont dus au non-respect du code de travail par leurs employeurs. Les détails avec Eloge Diveremesh. Dans cette correspondance qui date du 7 juillet 2021 et dont la RPA s'est procuré une copie, la Febusicrasec demande au ministre Gervais Ndirakobucha d'intervenir sur des problèmes qui s'observent dans leur société. Cette fédération des syndicats des travailleurs de 5 sociétés, en l'occurrence la SEC, la PSG, le KK Security, le Shua Security Company ainsi que la société Vigile Burundais, indique qu'elle a rédigé cette lettre au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire après avoir constaté que, malgré que les membres avaient été reçus en audience au ministère, aucune suite favorable à leur doléance n'a été donnée. Les syndicats réunis au sein de la Febusicraseg demandent aussi au ministre de l'Intérieur d'étudier minutieusement les allégations contenues dans ce mémorandum commun pour être à mesure de les rétablir dans leurs droits. Ces syndicats rappellent que ce qui les a motivés à donner ce mémorandum au ministre de l'Intérieur est le fait que ce dernier est chargé de valider la naissance de ces sociétés privées de gardiennage, leur suivi ainsi que leur fonctionnement. Ainsi, ces syndicats demandent au ministre Gervais Ndirakobucha de faire une descente sur le terrain pour se rendre compte de la véracité du contenu de leur mémorandum. Ici, ils disent que le ministre pourrait constater que les rapports que ces sociétés lui transmettent régulièrement ne reflètent pas la réalité. Vous saurez que ces syndicats des travailleurs des sociétés de gardiennage ont depuis belle lurette revendiqué des droits sociaux professionnels sans pour autant obtenir des réponses favorables. Ces revendications sont entre autres l'harmonisation des salaires, les cotisations de l'INSS, l'accès aux soins de santé, le droit de recevoir les primes pour les heures supplémentaires ainsi que le droit aux congés annuels. Pour rappel, à chaque fois que les représentants de ce personnel essayaient de revendiquer leurs droits, ils étaient soit emprisonnés, refoulés ou mutés dans des coins reculés, ne leur permettant pas de continuer aisément les activités syndicales. Ces 5 sociétés citées, Siro, comptent au total plus de 4000 employés, dont plus de 85% sont des jeunes.
Merci à toi aussi, Héros Dizel Mecha. Merci auditeurs, auditrices de la radio publique africaine de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la prochaine.